Il a longtemps donné l'impression que le silence était sa dernière forme de loyauté. Johnny Depp a appris très tôt à laisser les images parler à sa place, à se cacher derrière un masque, une voix, un geste, à apparaître, puis à disparaître. Et pendant des années, on a cru que cette disparition était un choix artistique, une manière de rester insaisissable, intact, à l'abri des commentaires. Mais aujourd'hui, à 62 ans, il ne parle pas d'un scandale. Il ne règle pas un compte. Il ne cherche pas à réécrire l'histoire. Il revient sur quelque chose de plus intime, presque plus dangereux pour un acteur. Le lien invisible qu'il a façonné. Son lien artistique avec Tim Burton. 2 zones, 2 solitudes. L'un, comédien caméléon, devenu icône mondiale, puis cible planétaire. L'autre, cinéaste au regard d'enfant et au cœur de gothique tendre, qui a construit un univers où les monstres sont souvent les plus humains. Leur rencontre n'a jamais été présentée comme une stratégie, plutôt comme une reconnaissance, une évidence étrange. Depp et Burton, ce n'était pas seulement une série de films, c'était une langue commune, une façon de dire « je te vois », de faire d'un garçon aux ciseaux à la place des mains un personnage bouleversant, de transformer un réalisateur de série B oublié en héros tragique, de faire d'un conte ou d'une fable une confession déguisée. On a ri, on a frissonné, on a été fasciné. Et sans toujours le comprendre, on a assisté à quelque chose de rarissime. Un acteur qui trouve un miroir et un metteur en scène qui trouve un corps. Alors pourquoi maintenant? Parce que le temps fait tomber les légendes, mais il révèle aussi les mécanismes. Parce qu'après les tempêtes médiatiques, après les procès, après l'épuisement, il reste une question que Depp n'a jamais vraiment laissée aux journalistes. Qu'est-ce que cette collaboration lui a coûté? Et qu'est-ce qu'elle lui a sauvé? Dans les coulisses, ceux qui ont travaillé avec eux parlent d'un dialogue presque instinctif. Peu de mots, beaucoup d'intuition. Tim Burton aurait un jour résumé leur relation d'une phrase simple, presque pudique. Il aime les personnages qui ne rentrent nulle part. Et Depp, lui, a passé sa vie à ne rentrer nulle part. Comme si, ensemble, ils avaient transformé ce défaut en signature. Comme si l'exil intérieur devenait, sous la caméra, une forme de beauté. Mais toute langue commune a ses silences. Toute fidélité a ses fissures. Et toute histoire d'art finit par ressembler, un jour ou l'autre, à une histoire d'amour, avec ses malentendus, ses distances, ses retours impossibles. Alors, que s'est-il vraiment passé entre Johnny Depp et Tim Burton, au-delà des films et des affiches? Depp a-t-il trouvé chez Burton un refuge ou une prison esthétique? Et surtout, qu'est-ce que Johnny Depp n'avait encore jamais osé dire, jusqu'à aujourd'hui, sur ce lien qui a façonné sa légende? Il y a des rencontres qui ne ressemblent pas à une poignée de main. Elles ressemblent à un diagnostic silencieux. Comme si l'un disait à l'autre, sans le formuler, « Je sais ce que tu caches ». Quand Tim Burton entend parler de Johnny Depp pour la première fois, Depp n'est pas encore cette figure planétaire que le monde associera bientôt à des franchises et à des procès. Il est déjà célèbre, oui, mais sa célébrité a quelque chose d'inconfortable, presque accidentel. On le connaît pour une série télé, pour un visage de Jeanne Ier, pour une photogénie qui lui colle à la peau comme une étiquette mal placée. Et lui, depuis des années, lutte contre cette image. Il choisit des rôles qui dérangent, qui se fissurent, qui refusent d'être aimables. Il cherche, déjà, à s'échapper de lui-même. Tim Burton, à ce moment-là, traverse un autre type de malaise. Il a imposé une patte visuelle, une signature. Mais il sait qu'un univers, sans corps juste pour l'habiter, peut devenir décoratif. Burton a besoin d'un interprète qui ne joue pas l'étrange. Il lui faut quelqu'un qui l'est, de l'intérieur. Un acteur capable de faire sentir la fragilité sous l'excentricité, de rendre un personnage improbable, soudain profondément humain. Le point de contact, dit-on, se fait comme souvent à Hollywood, par des scénarios qui circulent, des essais, des conversations indirectes. Mais ce qui frappe dans les récits de l'époque, c'est la vitesse du oui. Comme si la question n'avait jamais vraiment été « Veux-tu faire ce film ?» mais plutôt « Es-tu prêt à être vu autrement ?» Le projet s'appelle Edward Scissorhands. Dans la bouche des autres, ça sonne comme un conte. Dans la tête de Burton, c'est un autoportrait. Et pour Depp, c'est un risque. Un rôle presque muet, tout en retenue, à l'opposé de ce qu'on attend de lui. Il pourrait refuser, par prudence. Il accepte, par nécessité. Johnny Depp racontera plus tard dans des entretiens qu'il ne comprenait pas toujours comment jouer Edward au sens classique. Et c'est précisément là que Burton intervient. Il ne lui demande pas d'expliquer, il lui demande de ressentir, de ne pas surinterpréter,
de laisser l'émotion passer par la posture, le regard, les silences. C'est une direction d'acteur qui ressemble à une permission, celle de ne pas être performant, mais vrai. Sur le tournage, l'équilibre est fragile. Edward est une créature fabriquée, une silhouette quasi mythologique, mais il doit respirer comme un être blessé. Et Depp, qui a toujours été hypersensible à la façon dont une caméra peut consommer un visage, trouve chez Burton quelque chose de rare. Une caméra qui protège autant qu'elle révèle. Ce n'est pas une relation de mentor et élève, c'est plus subtil. Burton ne transforme pas Depp. Il lui offre un espace où sa différence n'a plus besoin d'être dissimulée. Depp, lui, donne à Burton une présence qui empêche son univers de devenir un simple style. Ensemble, ils inventent une tonalité que le public reconnaîtra immédiatement. Ce mélange de mélancolie et d'humour noir, de poésie et de gêne, d'enfance et de solitude adulte. Et ce qui est fascinant, c'est que la rencontre dépasse très vite le cadre du film. Elle devient une méthode. Depp comprend qu'avec Burton, il peut s'éloigner de l'acteur désirable pour devenir l'acteur inclassable. Qu'il peut assumer le bizarre sans le transformer en caricature. Burton, de son côté, découvre un interprète qui accepte d'être déformé par le maquillage, les prothèses, les costumes, sans perdre son noyau émotionnel. Un acteur qui ne protège pas son image, mais protège la vérité du personnage. À l'époque, la presse parle surtout d'un casting audacieux. Le public, lui, ressent autre chose, sans forcément le nommer, une alliance. Le sentiment que ces deux hommes, très différents en apparence, partagent une même blessure, celle d'avoir grandi avec l'impression de ne pas appartenir au monde normal. Et c'est peut-être ça, le vrai commencement. Pas un contrat, pas une audition, mais une reconnaissance intime. L'un a trouvé un refuge esthétique, l'autre a trouvé une voie humaine. Reste une question, déjà, qui s'installe en sourdine. Quand un acteur trouve un réalisateur qui le comprend aussi bien, est-ce une libération ou la naissance d'une dépendance? Il y a un moment dans une carrière où l'on ne se contente plus de réussir, on devient un symbole. Et pour Johnny Depp, cette bascule ne se fait pas seulement grâce à des chiffres au box-office ou des couvertures de magazines. Elle se fait à travers une silhouette, un personnage, une manière d'habiter l'écran que le public reconnaît à la seconde. Et dans cette métamorphose, Tim Burton n'est pas un simple réalisateur de plus. Il est un accélérateur d'identité. Après Edward Scissorhands, la collaboration n'est plus une surprise. Elle devient une attente. Dans l'industrie, on guette leur prochain mouvement comme on guette le nouveau chapitre d'une saga intime. Pour Depp, ces films constituent une trajectoire parallèle, une autre carrière à l'intérieur de la carrière. Une ligne artistique qui, à chaque fois, lui permet de s'éloigner du centre, de refuser le héros classique, tout en étant paradoxalement de plus en plus populaire. Ce qui se joue alors, ce sont des années d'ascension double. D'un côté, Johnny Depp s'installe durablement comme l'un des acteurs les plus bankable et les plus désirés. Il navigue entre cinéma indépendant et production plus visible, et sa présence devient un argument de vente. Mais de l'autre côté, avec Burton, il consolide une réputation plus précieuse encore, celle d'un acteur capable de disparaître derrière une invention sans perdre le spectateur. Les personnages qu'il incarne pour Burton ne sont pas des rôles, ce sont des variations sur une même question. Que devient un homme quand il se sent étranger au monde? Prenez Ed Wood. Le film n'est pas une célébration naïve du ratage, c'est une déclaration d'amour à l'obstination, au rêve, à la dignité des marginaux. Depp y joue avec une énergie presque lumineuse, mais toujours traversée d'une fragilité. Et Burton, en réalisant ce portrait d'un cinéaste souvent moqué, filme en creux une autre solitude, celle de l'artiste incompris. Puis vient Sleepy Hollow. Là, le duo bascule dans une esthétique plus sombre, plus gothique, plus spectaculaire. Depp y est Ichabod Crane, à la fois enquêteur et enfant effrayé, rationnel et superstitieux, courageux et fuyant. C'est une contradiction permanente, exactement ce que Burton aime filmer. La gloire est là, mais elle n'est jamais lisse. Elle se construit sur l'ambiguïté, sur le malaise, sur la différence. Et le public suit. Ce qui fascine, c'est que cette gloire ne ressemble pas à l'image classique de l'acteur puissant ou viril, selon les codes hollywoodiens. Depp impose une autre forme de charisme, un charisme de faille, une beauté fatiguée, une intensité intérieure. Loin de l'assurance, proche du tremblement. Cette période
Ce sont aussi des années où le duo Burton-Depp devient presque une marque culturelle. On en parle comme d'une évidence. Depp chez Burton, comme si l'un ne pouvait plus exister sans l'autre. Et c'est là que la gloire devient paradoxale. Plus ils sont célébrés, plus le risque de répétition augmente. Le public adore retrouver une couleur, un ton, une forme de mélancolie théâtrale. Mais l'industrie adore, elle, ce qui se répète, ce qui se vend, ce qui rassure. Or, Burton et Depp, précisément, se sont construits contre le rassurant. C'est dans cette tension que naît l'un de leurs projets les plus visibles, Charlie and the Chocolate Factory. Ici, l'enjeu est immense. Il ne s'agit plus d'un film de Burton pour un public déjà acquis. Il s'agit d'un choc frontal avec un imaginaire populaire mondial. Et Depp, en Willy Wonka, fait un choix qui divise. Il ne joue pas un excentrique amusant. Il joue un homme dérangé, enfantin, presque inquiétant. Un personnage dont le sourire peut sembler une armure. La gloire, à ce niveau, n'est plus seulement artistique. Elle devient polémique. Et c'est là un signe que leur duo n'est pas un duo confortable. Il attire, mais il dérange. Il séduit, mais il interroge. Puis arrive Sweeney Todd. Là, le duo atteint une intensité tragique. Depp est un homme brisé qui transforme sa douleur en mécanisme de vengeance. Burton ne filme pas un monstre, il filme une blessure devenue machine. Et Depp, en chantant, en jouant, en serrant la rage à l'intérieur, atteint une forme de performance totale, presque physique. La gloire ici ne se mesure pas à la beauté, elle se mesure à la capacité de porter l'ombre sans la rendre glamour. C'est peut-être la clé de leurs années de gloire. Ils ont réussi à faire accepter au grand public des personnages qui n'avaient rien de rassurant, à rendre populaire la mélancolie, l'étrangeté, l'inadaptation, à faire d'une fragilité une signature. Mais à force d'être attendue, une signature peut devenir une cage. Et une question se pose, déjà, sans bruit. Quand tout le monde vous applaudit pour la même chose, comment continuer à surprendre, à respirer, à se renouveler? Il y a des ruptures qui font du bruit. Et puis il y a celles qui commencent dans une phrase anodine, un rendez-vous repoussé, une fatigue qu'on n'explique pas. Chez Johnny Depp et Tim Burton, les fissures ne surgissent pas comme un scandale. Elles s'installent comme un léger décalage, presque imperceptible, entre deux hommes qui se sont longtemps compris sans parler. Pendant des années, leur collaboration a été décrite comme une évidence, une fidélité artistique. Mais une fidélité, même sincère, s'use au contact du temps. Parce que le temps change les individus, parce que l'industrie change les attentes, et parce qu'un duo, quand il devient mythique, finit par porter le poids de sa propre légende. Mais alors, qu'est-ce qui commence à se fissurer? D'abord, il y a l'épuisement, celui des tournages, des transformations, des maquillages qui prennent des heures, des personnages qui demandent de se dissoudre. Depp a toujours aimé disparaître dans les rôles. Pourtant, à mesure que les films s'enchaînent, disparaître devient aussi une manière d'éviter quelque chose. Comme si le costume, à force de protéger, empêchait de respirer. Pourtant, les fissures ne sont pas que physiques, elles sont aussi esthétiques. Au début, Burton offrait à Depp un espace de liberté, un terrain où l'étrangeté n'était pas jugée. Mais avec le succès massif, l'univers Burton lui-même se transforme. Les budgets grossissent, les studios s'invitent davantage. Et quand les budgets grossissent, les compromis deviennent plus nombreux, même si personne ne les prononce à voix haute. Ce soir-là, c'est souvent là que tout change. Quand un artiste commence à sentir qu'il n'est plus au centre de la décision, mais au centre d'un dispositif. Dans les coulisses, certains décrivent une atmosphère différente à partir d'un moment. Plus de pression, plus de calendrier serré, plus d'impératifs de marque. Or, Burton et Depp n'ont jamais été des hommes de marque. Ils ont été des hommes de fracture. Et Depp, à cette période, commence aussi à vivre une autre vie, plus exposée, plus fragile. Ses choix sont scrutés. Son image devient une monnaie. Chaque apparition se transforme en interprétation. Et cela, pour un acteur dont la force venait justement du mystère, est une forme de violence lente. Mais alors, la question devient plus intime. Est-ce que Tim Burton est encore ce refuge? Ou est-il devenu, malgré lui, un cadre? Quand un duo fonctionne, il produit une grammaire, des types de personnages, des rythmes, des couleurs, des silences. Le public adore cette grammaire, il la réclame. Et l'industrie, elle, sait la vendre. Résultat, le duo qui au départ était une échappée peut se transformer en répétition attendue.
même si la répétition reste brillante. Et pourtant, ce n'est pas une simple histoire de fatigue artistique. C'est aussi une histoire de trajectoire qui s'éloigne. Burton, avec les années, s'oriente vers des univers plus fabriqués, plus numériques, plus contrôlés, où le décor prend parfois autant de place que les visages. Depp, lui, cherche ou prétend chercher un retour à quelque chose de plus brut, plus organique, plus imprévisible. Il n'est pas seulement acteur, il est musicien, il est voyageur, il est homme d'excès. Il porte en lui une part de chaos que la mise en scène burtonienne, de plus en plus calibrée, peine parfois à absorber. Mais alors, on commence à voir apparaître des silences, des périodes où l'on ne les voit plus ensemble, des interviews où l'un parle de l'autre avec une tendresse un peu distante. Une loyauté, oui, mais moins fusionnelle, comme si la phrase « on se comprend » se transformait en « on s'est compris ». Ce soir-là, dans la mécanique du duo, il y a aussi un élément que le public oublie, la dépendance émotionnelle. Parce que Depp n'a pas seulement trouvé chez Burton des rôles, il a trouvé une identité artistique stable. Burton lui a offert un miroir cohérent, à une époque où Depp semblait refuser tout ce qui était cohérent. Quand ce miroir commence à bouger, même légèrement, l'acteur peut se sentir soudain sans repère. Et le réalisateur, lui, peut sentir qu'il devient le gardien d'une image qu'il ne veut pas enfermer. Les fissures, c'est parfois ça. Non pas l'absence d'amour, mais l'excès de projection. Et pendant que ces fissures s'installent, une autre tempête se prépare dans la vie de Depp. Une tempête publique, intime, juridique, médiatique, qui va tout contaminer. La relation avec Burton, même si elle se veut artistique, ne peut pas rester intacte face à un tel séisme. Parce que l'industrie est cruelle, parce que l'opinion est brutale, et parce qu'un lien, aussi sincère soit-il, est toujours éprouvé par la peur. Mais alors, une dernière question s'impose, au bord du précipice. Quand l'homme s'écroule, l'art peut-il encore tenir? Il y a un moment où l'on ne parle plus d'art, on parle de survie. Pour Johnny Depp, la crise ne tombe pas comme un simple épisode difficile. Elle s'abat comme une relecture totale de sa vie, menée en public, minute par minute, titre par titre. Et dans cette tempête, une question devient inévitable, même si personne n'ose la poser frontalement. Que reste-t-il d'un lien artistique quand l'homme derrière l'acteur est devenu un champ de bataille? La rupture ici ne ressemble pas à une dispute entre deux créateurs. Elle ressemble à une distance qui se creuse sous la pression du monde. Mais alors, comment cette tempête atteint-elle le duo Depp-Burton? Pendant des années, leur relation était perçue comme un espace à part, presque protégé du bruit extérieur. Un atelier secret, où l'on fabriquait des personnages plus vrais que nature. Or, lorsque l'image de Depp commence à être associée à la controverse, à la violence verbale des réseaux, à la polarisation médiatique, cet atelier n'est plus un refuge. Il devient, lui aussi, exposé. Et là, tout change. Non pas ce que Burton pense de Depp en privé, mais ce que le système impose en public. Les studios, les assureurs, les partenaires, les calendriers, les contrats, tout ce qui d'habitude reste invisible prend soudain le pouvoir. Dans l'industrie, une crise personnelle devient très vite un risque économique. Et un risque économique devient une décision froide. Parfois sans phrase, sans explication, sans véritable adieu. La rupture n'a pas besoin d'être formulée, elle se voit dans l'absence. Ce soir-là, la rupture se fabrique souvent comme ça, par omission. Depp traverse des années où son nom n'est plus seulement un nom d'acteur, il devient un symbole. Pour certains, il est un homme à abattre, pour d'autres, un homme à défendre. Entre les deux, il est un être humain qui tente de garder un visage stable. Mais la stabilité n'est plus possible. Chaque prise de parole est disséquée, chaque silence est interprété. Et cela produit quelque chose de très particulier. Un isolement au milieu d'une foule. Or, c'est précisément cet isolement que Burton avait su filmer, transformer en beauté, poésie. Mais là, ce n'est plus une fiction, c'est une réalité. Et quand la réalité devient trop violente, l'art se trouve face à une limite. Peut-il encore sublimer? Ou doit-il se taire? Burton, dans cette période, se fait discret. Comme souvent, il n'entre pas dans l'arène médiatique, il ne commande pas, il ne tranche pas publiquement. Et ce silence, qui peut sembler élégant, peut aussi être vécu comme une absence. Parce que quand un homme s'effondre, il n'attend pas toujours une déclaration. Il attend un signe, un geste, une preuve que le lien dépasse l'affiche et le tapis rouge. Mais alors, que se passe-t-il quand ce signe n'arrive pas, ou n'arrive pas de la manière attendue? La crise de Depp n'est pas seulement médiatique.
Elle est aussi intérieure. Elle touche à l'estime, à la confiance, à l'identité. Quand on vous attaque sur votre humanité, votre jeu d'acteur devient presque secondaire. Et pourtant, Depp est un homme qui depuis toujours se tient debout grâce à l'invention, grâce au rôle, grâce au masque. Or, dans la crise, le masque ne protège plus. Il devient suspect. Et là, on comprend quelque chose de cruel. L'étrangeté, quand elle est encadrée par l'art, est célébrée. Mais quand elle se mélange au chaos de la vie, elle effraie. Ce soir-là, l'homme qui jouait les marginaux devient, aux yeux de certains, un marginal réel. Et l'industrie, face à cela, ne sait plus aimer. Elle sait seulement se protéger. La rupture, alors, n'est pas forcément une rupture affective entre Depp et Burton. C'est une rupture de contexte. Le monde dans lequel leur duo était possible, un monde où l'on pouvait encore séparer l'artiste de l'actualité, se fissure. Et Burton, qui a toujours été un cinéaste de l'imaginaire, se retrouve confronté à un réel brutal, juridique, politique, médiatique. Un réel qui n'a pas de poésie. Depp, lui, porte la crise comme un poids qui change tout, même son rapport à la création. Parce qu'il ne s'agit plus de choisir un rôle, il s'agit de savoir si l'on vous laissera encore exister comme acteur. Et c'est ici que la phrase « briser le silence » prend un autre sens. Parce que le silence, ce n'est pas seulement l'absence d'interview, c'est la sensation d'avoir été laissé seul, au moment où l'on avait le plus besoin de la fidélité. Mais alors, une question demeure au cœur de cette crise. Tim Burton s'est-il éloigné par prudence ou par impuissance? Et Depp, à 62 ans, lorsqu'il revient sur ce lien, ne revient pas seulement sur une filmographie, il revient sur un moment où il a compris que même les alliances les plus fortes peuvent être fragilisées par la peur. Après une tempête, il ne reste pas seulement des débris, il reste une nouvelle façon de regarder le monde, et parfois une nouvelle façon de se regarder soi-même. Pour Johnny Depp, l'après n'a pas été un retour triomphal, ni une rédemption nette comme dans les récits bien rangés. C'est plutôt une traversée, une période où chaque pas ressemble à une négociation, avec l'opinion, avec l'industrie, avec son propre reflet. Mais alors, comment vit-on quand on a été à ce point exposé? Il y a d'abord le choix du retrait. Pas un retrait spectaculaire, un retrait presque organique. Moins d'apparitions, moins de déclarations, moins de tentatives pour convaincre. Comme si Depp avait compris que l'explication permanente finissait par détruire ce qu'elle prétend sauver. À force de répondre, on perd sa voix. Et lui, plus que tout, a toujours voulu garder une voix intérieure. Dans ce calme relatif, il revient à ce qui le maintient debout depuis le début, le geste artistique. La musique, la peinture, la création au sens large. Non pas comme une opération de communication, mais comme une respiration. Ce n'est pas anodin. Quand un acteur a été réduit à une polémique, reprendre la main sur son art, c'est reprendre la main sur son existence. Pourtant, l'après n'efface pas les marques. Le regard des autres change, les offres changent, les alliances parfois se réécrivent sans prévenir. À Hollywood, la mémoire est courte, mais la prudence est longue. Et pour Depp, revenir ne signifie pas seulement tourner de nouveau, cela signifie être accepté à nouveau, dans un système qui déteste l'incertitude. Ce soir-là, on réalise souvent cela quand le téléphone ne sonne plus pour les mêmes raisons. Il y a aussi l'Europe, et en particulier la France, qui lui offre à certains moments un espace différent. Là où l'on adore les trajectoires cabossées, les artistes controversés, les figures romantiques et imparfaites. Ce n'est pas une légitimation officielle, mais c'est une respiration. Un lieu où l'on peut être jugé sur autre chose que la dernière rumeur. Et pendant ce temps, Tim Burton continue de créer. Il avance lui aussi dans un monde qui a changé. Le cinéma s'est accéléré, les plateformes, les franchises, les attentes de rentabilité, la vitesse de consommation, tout cela transforme la place d'un auteur. Burton, autrefois enfant terrible et poète gothique, devient à son tour une figure institutionnelle. On l'attend, on le cite, on le résume. Mais alors, que devient leur lien dans cet après? Il devient plus discret, moins visible, peut-être plus fragile. Parce qu'un lien artistique n'est pas une amitié classique. Il se nourrit de projets, de visions communes, d'un territoire partagé. Quand il n'y a plus de film ensemble, il faut autre chose pour maintenir la proximité. Et cette autre chose, on ne le voit pas, on l'imagine. Depp, dans certains propos rapportés ou dans des fragments d'interviews, laisse entendre que Tim Burton n'a jamais été un homme de grandes déclarations, qu'il fonctionne à l'intérieur, qu'il exprime plus par une image que par une phrase.
Burton, de son côté, a déjà évoqué à divers moments son attachement à Depp comme acteur, sa singularité, sa capacité à incarner l'outsider sans le juger. Mais pourtant, entre l'attachement et la présence, il y a un espace. Et cet espace, après la tempête, peut sembler immense. Dans cet après, Depp reconstruit aussi une forme de dignité. Pas celle qu'on obtient quand tout le monde vous applaudit, mais celle qu'on obtient quand on accepte de ne plus être aimé de la même manière. C'est une maturité douloureuse. Et c'est peut-être là que la question Burton réapparaît. Parce que Burton est l'une des rares figures de son parcours qui lui rappelle une époque où l'on ne lui demandait pas de se justifier. Et ce souvenir devient précieux. Ce soir-là, on comprend que ce lien n'est pas seulement artistique, il est symbolique. Il représente le moment où Depp a été regardé comme un être, pas comme une image. Alors, dans l'après, il y a une nostalgie, oui, mais il y a aussi une lucidité, parce que Depp sait que leur collaboration ne peut pas être répétée à l'identique. Le monde a changé, eux aussi, et revenir ensemble, s'ils devaient le faire, ne pourrait pas être une simple répétition de personnages gothiques et d'univers stylisés. Il faudrait que ce soit une nécessité, un vrai geste. Mais alors, qu'est-ce qui, à 62 ans, pousse Depp à revenir sur ce lien maintenant? Peut-être une envie de remettre de l'ordre dans le récit, de dire « avant d'être un homme jugé, j'ai été un acteur façonné ». Peut-être aussi une façon de remercier sans demander, de reconnaître sans réclamer, et surtout de préparer quelque chose, une parole plus nette, plus grave, plus personnelle, celle de la révélation. Il y a une phrase qu'il n'a presque jamais prononcée à voix haute parce qu'elle ressemble trop à un aveu. Il avait peur d'exister sans ce regard-là. À 62 ans, Johnny Depp ne défend plus son histoire, il la déplie, lentement, avec cette prudence d'homme qui sait que chaque mot peut être retourné contre lui. Et quand il parle enfin de Tim Burton, il ne parle pas d'une filmographie, il parle d'un pacte, d'un accord tacite qui pendant des années lui a permis de rester debout sans avoir l'air de se battre. Il marque une pause, comme s'il pesait la justesse non pas des faits, mais de l'intention. Tim ne m'a jamais demandé d'être séduisant. Il ne m'a jamais demandé d'être Johnny Depp. Il m'a demandé d'être quelqu'un. C'est là que quelque chose se fissure dans la légende. Parce que, derrière l'icône, il y a un homme qui explique qu'il s'est construit contre une image, contre un rôle social, et qu'il a trouvé, chez Burton, un espace où l'on pouvait être bizarre sans être ridicule, fragile sans être faible, silencieux sans être vide. Mais alors, il ajoute une nuance plus sombre. Je crois que j'ai confondu, pendant un moment, la liberté avec une forme de dépendance. Le mot tombe. Dépendance. Pas au sens spectaculaire, pas au sens pathologique qu'on colle facilement aux artistes. Non, une dépendance plus fine, plus insidieuse, celle de se sentir compris par une seule personne, dans un monde qui, le reste du temps, vous consomme. Il s'arrête encore. La voix dans cette confession est moins celle d'un acteur que celle d'un homme fatigué d'avoir été interprété. Ce qu'il brise ici, ce n'est pas un secret croustillant, c'est un silence de loyauté. Celui qui l'empêchait de dire que ce lien, aussi beau soit-il, avait aussi un prix. Le prix, c'était l'identité. Depp explique ou laisse entendre que ces personnages burtoniens, si puissants, si aimés, étaient aussi des refuges, et qu'un refuge, à force, peut devenir une frontière. Il y a un moment où l'on ne sait plus si l'on choisit le masque ou si l'on le porte parce qu'on ne sait plus se tenir autrement. Quand tu joues Edward, Edwood, Ichabod, tu as l'impression d'être enfin autorisé à être toi. Et en même temps, tu t'habitues à n'être toi que sous une couche de maquillage. C'est étrange, non? Le journaliste n'a presque pas besoin de relancer, parce que Depp ne parle pas pour répondre, il parle pour déposer. Et puis vient le cœur de la révélation, celle qui fait mal précisément parce qu'elle est simple. Il dit, sans accuser, sans dramatiser, que pendant la tempête la vraie, celle de sa vie privée devenue procès public, il a compris quelque chose d'irréversible. Les liens artistiques, même les plus intimes, se heurtent à la peur du monde. Il ne prononce pas forcément le mot « abandon », mais il décrit l'expérience. La sensation qu'un lien qu'on croyait à l'abri ne l'était pas. Je ne reproche pas à Tim d'être Tim. Tim est un homme qui parle avec ses films. Et parfois, quand les films se taisent, tu n'entends plus rien. Cette phrase-là, elle est essentielle. Elle ne condamne pas Burton. Elle décrit une incompatibilité de langage. Dans le chaos, Depp aurait eu besoin de présence humaine, d'un signe direct,
Burton, lui, reste l'homme du retrait, de l'intériorité, de la pudeur. Ce n'est pas une trahison, c'est une limite. Mais alors, Depp ajoute quelque chose qui surprend, un renversement. Il explique que cette distance l'a forcé à se regarder autrement, à ne plus attendre d'un seul regard la validation de sa valeur, à accepter que l'art peut être une maison, mais qu'il ne doit pas être la seule. Et il dit, presque comme un constat, presque comme un pardon, ce lien, il m'a sauvé. Et il m'a aussi appris que personne ne peut te sauver tout le temps. La révélation, au fond, c'est cela. Tim Burton n'a pas seulement été son complice, il a été son miroir. Et quand ce miroir s'est éloigné, Depp a été obligé de faire face à ce qu'il évitait depuis toujours, l'homme sans personnage. Il ne réclame rien, il ne demande pas de retrouvailles publiques, il ne promet pas un nouveau film ensemble. Il brise le silence pour remettre la vérité à sa place. Au centre, il n'y avait pas la carrière. Il y avait une relation d'âme artistique fragile, magnifique, imparfaite. Et lorsqu'il conclut, il le fait avec une douceur presque inattendue. Je lui dois une part de ma langue. Même si aujourd'hui je dois apprendre à parler sans elle. Il y a des histoires qu'on croit terminer avec un générique. Mais certaines continuent après, dans le silence, dans la mémoire, dans l'inconfort d'une phrase qu'on aurait aimé dire plus tôt. À 62 ans, Johnny Depp ne conclut pas en fermant une porte. Il conclut en laissant une fenêtre entr'ouverte. Non pas sur un prochain film, non pas sur une réconciliation spectaculaire, mais sur une vérité plus calme. L'art a parfois été sa manière la plus honnête d'aimer, et le silence, sa manière la plus maladroite de survivre. Quand il évoque aujourd'hui Tim Burton, il ne le fait pas comme on évoque un collaborateur. Il le fait comme on évoque un lieu intérieur, un endroit où il a pu pendant des années être regardé sans devoir se justifier. Et ce lieu, même s'il s'est éloigné, reste inscrit dans sa peau d'acteur. Ce qui frappe dans l'épilogue, c'est l'absence de rancœur. Il y a au contraire une forme de gratitude froide, une gratitude qui ne cherche pas à embellir le passé. Depp sait que leur duo a été mythifié, qu'on en a fait une formule, une signature prête à être reproduite. Or, un lien artistique, quand il est vrai, ne supporte pas d'être réduit à une formule. Il ne supporte pas d'être attendu. Il le dit d'une manière presque simple. On a fait des choses ensemble parce qu'on en avait besoin, pas parce que c'était rentable, pas parce que c'était logique, parce qu'on en avait besoin. Cette phrase remet tout à l'endroit. Elle rappelle que leurs films n'étaient pas seulement des objets de pop culture. Ils étaient pour chacun d'eux des confessions maquillées. Une façon de parler de la solitude, du rejet, du désir d'être accepté, sans utiliser les mots solitude, rejet, désir. Et puis il y a cette idée, plus profonde, qui traverse l'épilogue, la maturité. Parce que Depp ne cherche plus à être compris par tout le monde. Il ne cherche même plus à être aimé par tout le monde. Il cherche à être cohérent avec ce qu'il est devenu après la tempête. Un homme plus conscient de ses failles, plus conscient aussi de ce que le public projette sur lui. Dans cet après, la figure de Burton n'est pas un sauveur. Elle est un repère qui a existé, qui a compté et qui ne doit pas être falsifié, même par l'émotion. Et Burton, dans tout cela, reste fidèle à lui-même. Un homme qui n'explique pas beaucoup, qui préfère construire des mondes plutôt que commenter le réel. Depp semble l'accepter enfin. Comme on accepte que certaines personnes nous aiment à leur façon, pas à la nôtre. Et que cette différence n'annule pas l'amour. Elle en révèle simplement les limites. Alors que reste-t-il, concrètement, de ce lien artistique? Il reste une trace dans les images. Un regard d'Edward qui demande pardon sans le dire. Un sourire d'Edwood qui refuse la honte. Une silhouette de Sweeney Todd, droite, glacée, écrasée par la perte. Il reste cette manière très spécifique de transformer la marginalité en poésie. Il reste aussi une leçon, plus intime. Depp a compris que l'art peut vous offrir une maison, mais qu'il ne doit pas devenir la seule adresse où vous vous sentez réel. Et peut-être que c'est cela, la fin véritable. L'acceptation d'un lien qui a été immense, sans exiger qu'il dure pour rester vrai. Dans l'épilogue, Depp ne promet rien. Il ne vend pas une nostalgie, il ne fabrique pas un retour. Il dit simplement que l'on ne sort pas indemne d'une rencontre qui vous a donné une langue. Et il y a un dernier silence. Un silence qui ressemble à une image fixe, comme dans les films qu'ils ont fait ensemble. Une émotion retenue, une douceur légèrement inquiétante, une beauté qui ne se défend pas. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.